Il y a plus d'un an, notre ami Jonathan Hamel m'avait envoyé par la poste un livre qui s'appelle Crisis and Leviathan de Robert Higgs. Donc, Robert Higgs, c'est qui? C'est un historien économique, ou un économiste historien. Je ne sais pas exactement dans quel ordre je pense qu'on dit historien économique, qui se décrit lui-même comme un anarchiste, un libertarien. Assez associé, je dirais, à l'école autrichienne d'économie, qui a écrit justement ce livre-là. Bon, il a écrit plusieurs autres affaires dans sa carrière. Bon, Transformation of American Economy, Depression, War and Cold War. Donc, il a écrit quand même plusieurs affaires, mais justement, son ouvrage probablement le plus connu comme historien économique, c'est Crisis and Leviathan, Critical Episode in the Growth of American Government en 1987. Ce qui est fou, c'est que c'est 1987, mais on dirait que ça explique assez bien ce qu'on a vécu de 1 lors du 11 septembre 2001 et ce qu'on a vécu de 2 lors et ce qu'on vit toujours avec la pandémie. Puis je ne veux pas parler de la pandémie dans ce podcast-là parce qu'on n'est plus capable d'en entendre parler, mais je vais vous laisser vous-même transposer à cet événement-là dans votre tête les choses que Robert Higgs, Bob Higgs raconte dans son bouquin. Donc, le livre a une préface de Arthur Ecklich. Je ne sais même pas comment ça se prononce. Là. Eckert. Bref, c'est un nom un peu imprononçable. Donc, lui, c'est qui? C'est un intellectuel américain un peu dans la même mouvance. Je pense que c'est un historien aussi, mais ça reste à confirmer. Je ne sais pas exactement quel était son background. Je le cherche en même temps que je vous parle. Bon, Arthur Erkich, leading scholar of American intellectual history and professor emeritus of history at the State of University of New York. Bon, un prof à l'Université de New York. Bon, il écrit toutes sortes de trucs. Il est décédé aujourd'hui, mort dans les années 2000. Je pense que Robert Higgs est toujours en vie. Ouais, il a 78 ans aujourd'hui, il est toujours en vie. Donc, dans la préface, qu'est-ce qu'il dit? Il fait le parallèle entre l'étatisme, dans lequel le modèle de société, dans le modèle économique dans lequel on vit aujourd'hui. Il dit, en fait, l'étatisme a remplacé la religion et l'absolutisme royal des systèmes anciens. Déjà, ça m'a fait rire. Dans le fond, le gros gouvernement s'explique en bonne partie par le fait que beaucoup de gens voient maintenant l'expansion du gouvernement comme une loterie auquel on a une chance de gagner à force de jouer. C'est l'expression qu'il donne dans le livre. Finalement, on peut se planter, mais à force d'essayer, finalement, peut-être qu'on va arriver à des bons résultats. Et il raconte que c'est en lisant Higgs qu'il est devenu lui-même libertarien. Il disait à l'époque, j'étais un libéral. Maintenant, j'ai lu ça. Je pense que je suis vraiment plus un libertarien, un anarcho-capitaliste. Mettez l'étiquette que vous voulez. Donc, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, mettons l'introduction, après ça, on viendra un peu au fait saillant du livre. Ça, je pense que c'est important. Higgs explique que la croissance du gouvernement, le fait que l'État grossisse tout le temps, le gouvernement prend toujours de plus en plus de place, il dit que c'est basé sur le mythe de la modernisation. Ça explique ça quand même assez dans le début du livre. En fait, le laisser-faire, le laisser-aller, ça, c'est un truc du passé. Il faut maintenant que le gouvernement soit actif, proactif, et qu'il prenne une part importante de la vie des citoyens, parce que sinon, c'est comme s'il abandonnait les citoyens, en fait. Donc, un gouvernement moderne, c'est un gouvernement robuste, c'est un gouvernement qui intervient, c'est un gouvernement qui prend en charge les citoyens. Ça ne vous rappelle pas un discours qu'on entend? En fait, c'est drôle qu'on présente ça comme un discours moderne, alors que déjà dans les années 80, il expliquait puis il mettait à jour ce discours-là. Il dit on confond dans toute cette patente-là le bien public avec le bien gouvernemental. Par exemple, le fait que l'armée soit gérée par une entité privée ou gouvernementale ne change absolument rien au fait que chaque individu est protégé également par celle-ci. Donc, autrement dit, il a pris l'exemple de l'armée, mais ça pourrait être la santé.
Si tout le monde a accès au système de santé ou si tout le monde a accès à un pompier, mettons un pompier, c'est un bon exemple, que les pompiers soient privés ou publics, si les pompiers viennent quand le feu prend, ça ne change rien. Vous n'avez aucune différence parce que le pompier pourrait très bien être privé. Payé par la ville, par les taxes qui sont récoltées sur les droits de mutation, ce genre de trucs. Mais il n'y a rien qui oblige les casernes de pompiers à être des employés de la ville ou ce genre de choses-là. Il dit le welfare state, donc dans le fond, l'État-providence, je pense que c'est comme ça qu'il faudrait le traduire en français, apparaît comme un remplaçant aux institutions privées qui étaient, par exemple, l'Église ou la famille. Et ça, c'est de plus en plus, on le voit entre autres dans l'éducation, c'est de plus en plus, il faut que l'école se substitue à la famille parce que, bon, c'est pas tout le monde qui a une famille, c'est pas tout le monde qui a des parents qui sont capables de les éduquer, c'est pas tout le monde. Et là, pour niveler un petit peu les chances de tout le monde, il faut que ce soit la job de l'État d'élever presque les enfants. Bon, on peut avoir une discussion là-dessus, mais bref, c'est cette espèce d'État-providence-là que d'aucuns appelleraient le gouvernement. C'est eux qui viennent. C'est lui, en fait, qui vient se substituer à ces anciennes institutions qui étaient les organismes de charité, l'Église, la famille, la communauté. Mettez ce que vous voulez. Donc, modernisation, bien public, welfare state, l'idéologie, puis également là-dedans, la redistribution, sont un peu des mythes fondateurs de la politique de l'expansion de l'État. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par mythe fondateur? C'est-à-dire que c'est des arguments, c'est des croyances qui sont invoquées pour justifier cette expansion-là qui ne semble finalement avoir pas grand limite. Donc, l'action politique, ça vient quoi là-dedans? C'est de donner aux politiques le pouvoir de décider qui fait quoi, quand et comment. Et c'est basé un peu sur l'idée que le citoyen, en fait, c'est un peu un ignorant, c'est un peu un imbécile. Ça ne sera jamais dit, mais c'est de manière implicite. Parce qu'en fait, on ne peut pas présumer que le votant moyen est informé. Les données montrent que l'électeur moyen, en fait, connaît plus souvent, ça c'est l'exemple qu'il donne dans le livre, il connaît plus souvent son signe astrologique que son représentant au Congrès ou au Sénat. C'est pour les États-Unis. J'imagine que c'est vrai ici aussi. Il dit un politicien qui a fait un sondage sur les gens qui l'ont élu. 5% étaient d'accord avec lui, 11% ne l'étaient pas et 84% n'avaient aucune idée de ses propositions. Je pense que c'est des pourcentages qui font quand même un certain sens. Mais après, le problème, c'est d'utiliser ça pour dire ouais, mais là, les gens, là, ils sont un petit peu idiots. Là, fait qu'il faut décider pour eux, en fait. Là. Parce qu'eux, ils ne sont pas capables de se gérer eux-mêmes. Mais l'élément le plus important, le plus central, ça nous ramène au titre, Crisis and Leviathan, c'est la crise. Donc, la crise, et le Léviathan, là-dedans, c'est l'État. Bon, le Léviathan, ceux qui ont lu Thomas Hobbes en philo, bon, ben, c'est une figure, en fait, biblique, c'est un monstre dans la Bible, le Léviathan, qui représente, dans cette situation-là, l'État. Donc, c'est la signification que donnait Hobbes, d'ailleurs, au Léviathan, l'État ou le monarque. Ça dépend comment on le voit. Donc, les moments de crise sont des moments où la demande et l'offre pour l'action gouvernementale augmentent énormément. Ça peut déboucher sur la suppression temporaire même de l'économie de marché. Pensez à la guerre, pensez aux pandémies, pensez à ce genre de trucs-là. Donc, à un moment donné, la demande pour de la sécurité, mettons, pour de l'intervention de l'État pour garantir la sécurité, elle passe de près de 0 à 100 sur une échelle, par exemple. Et là, l'offre, elle, se réajuste en fonction de la demande, parce que c'est ce que la population demande. Mais là, de combien le gouvernement... comment le gouvernement grossit à ce moment-là? Parce que c'est ça, la fois, c'est que le lien entre la crise et le Léviathan, Crisis and Leviathan, c'est que les moments de crise sont des moments de ce qu'ils appellent l'effet Ratchet, c'est-à-dire que l'offre et la demande sont dans le piton, comme on dit en bon québécois, mais un coup que la crise passe, est-ce qu'on revient à l'état
précédent? Est-ce qu'on revient à l'état pré-crise? Est-ce qu'on revient à l'état pré-guerre, l'état pré-pandémique? Lui, il dit non. En fait, il dit si on prend le pourcentage de dépenses du gouvernement par habitant, il se situait sous les 10% jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ensuite, il dit à la Première Guerre mondiale, après, il va redescendre un peu, mais il atteint un sommet de 45% durant la Deuxième Guerre mondiale. Il redescend aux alentours de 20 ensuite, mais sa tendance haussière se poursuit et un retour sous les 10% est impensable dès la fin des années 40. Donc, c'est là l'effet Ratchet, c'est-à-dire que vous êtes dans les années 20, vous êtes dans les années 10, en fait, l'État ne prend même pas 10% de toute l'économie. Il arrive une crise, il augmente son offre de services, il augmente la place qu'il prend dans l'économie pour faire face à cette crise. Et quand la crise part, il redescend, il monte jusqu'à 45, il redescend où? Il redescend à 20, il ne redescend pas à 10. C'est ça l'effet Ratchet, l'effet criquet, si on voulait être vraiment bon en français. Donc, la conclusion de tout ça, ça montre que le gouvernement, il est 3 fois à 6 fois plus gros après la Première Guerre mondiale qu'il ne l'était avant. Et le principal responsable de ça, c'est quoi? C'est le principe de ça étant la croissance de l'État. C'est l'état d'urgence induit par la crise. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin dans l'explication? Vous voyez tous les parallèles probablement dans votre tête. Il y a quelques faits marquants de toute cette histoire-là. Dans le fond, comment un gouvernement qui a été conçu à l'origine comme ayant des pouvoirs limités peut-il devenir si grand? C'est ça la question que Higgs pose dans son livre. Il essaie de comprendre comment c'est possible. Comment ça peut être possible que ça arrive? Et il dit il y a une compréhension économique, dont tout ce qu'on a expliqué là-dedans, mais il y a aussi un rôle de l'idéologie. J'ai mentionné le mot idéologie brièvement, je ne l'ai pas expliqué, mais il en donne des exemples assez clairs. On le voit un petit peu plus tard dans le livre. Mais en fait, il y a une série de crises qui érodent les barrières traditionnelles à la croissance du gouvernement et laissent des héritages qui vont perdurer après la crise. C'est ça l'effet Ratchet. Et ça contribue à expliquer le déclin des libertés et les échecs aussi qui visent à réformer de manière fondamentale le gouvernement. En fait, même si vous arrivez pour réformer, mais vous ne pourrez jamais retourner à l'état qui était avant la crise dont les effets maintenant vous tenez à réformer parce que vous pensez que... Donc, en fait, c'est ça l'effet Ratchet, c'est qu'il y a un précédent qui est créé et jamais on peut retourner à ce qui était avant le précédent. Il explique, ça c'est incroyable, le gouvernement américain est à peu près 6 fois plus gros en 1980 qu'il l'était en 1900. Donc en 80 ans à peu près, il a multiplié par 6 sa grosseur. Puis ça, quand je dis que c'est idéologique, c'est parce qu'il explique aussi que dans la culture, on considère à certaines époques que la sphère d'influence de l'État ne peut pas aller par exemple, ne peut pas aller dans la chambre à coucher. Donc, tout ce qui est réglementation des affaires sexuelles ou ce genre de trucs-là, le gouvernement ne peut pas aller là-dedans. C'est pas à lui de gérer ça. Tout ce qui est, par exemple, l'entraide, on va dire, l'entraide, c'est la job de l'Église, c'est la job des trucs privés. C'est pas à nous de gérer ça. Mais plus le temps passe, plus, en fait, les barrières, c'est les mots qu'il emploie, les barrières qui contraignent l'emprise, en fait, du Léviathan sur la société, explosent, en fait, sont repoussées. En fait, les barrières sont constamment repoussées. On utilisait pendant un certain temps l'expression « moving the goalpost ». Ben, avec le gouvernement, c'est un peu ça. C'est qu'on bouge tout le temps l'objectif. Il n'y a jamais de stade où tu dis « Bon, OK, là, on a assez pris. Là. Maintenant, les gens vont gérer eux-mêmes leur affaire. » Non. Il faut toujours que ça aille plus loin tout le temps parce que la barrière est toujours déplacée. Et comme l'activité humaine est quelque chose qui tend vers l'infini, ben, il y aura toujours il y aura toujours de l'espace à grappiller pour un gouvernement expansionniste. Il y aura toujours cet effet-là de Ratchet qui va laisser, même après une crise,
un précédent. Il dit la plupart des explications de la croissance du gouvernement américain ont échoué parce qu'elles ont essayé de réduire les changements historiques complexes à des facteurs causaux. Dans le fond, à un seul facteur, par exemple. Il dit pour comprendre pourquoi le gouvernement a grandi, il faut comprendre comment il a grandi. Et ça, il dit ça nécessite qu'on examine de manière approfondie les crises. Les crises, mais aussi les changements idéologiques qui s'opèrent au sein de la société. Parce qu'il dit la crise à elle seule, elle peut ne pas être suffisante. Puis là, il prend pour exemple la dépression économique de 1893. Il dit à cette époque-là, le président Grover Cleveland a fait des pressions pour soulager les chômeurs, soutenir un impôt sur le revenu et abandonner l'étalon or. En fait, il a fait face à des pressions. Juste pour vous dire n'importe quoi. En fait, à l'époque, il y avait beaucoup de pression sur le président pour dire « Ah non, mais pour sortir de la crise, vous devriez créer l'impôt sur le revenu, abandonner l'étalon or, faire face à établir toutes sortes de mesures pour soutenir les chômeurs. » Mais lui, il s'est accroché à son idéologie ou à sa vision du monde libérale classique, on va dire. Et c'est ça qui a empêché pendant un certain temps l'expansion du rôle de l'État. Donc en fait, pendant un certain temps, lui et ses alliés ont préservé le fait que le gouvernement... En fait, ils ont empêché l'État de grossir, mais ça a duré juste un temps parce que l'idéologie s'est modifiée. Et c'est ce qu'il appelle l'entrée dans l'ère progressiste. Il dit l'entrée dans l'ère progressiste a jeté les bases de la restriction fédérale des libertés économiques pendant la Première Guerre mondiale. Donc la Première Guerre mondiale et la Deuxième sont vraiment des moments où en fait les barrières qui limitent l'intervention de l'État sont quand même assez incroyables. En fait, il dit l'impôt fédéral sur le revenu puis le système de la réserve fédérale, c'est deux héritages clés de cette époque-là. Et l'affaire qui est arrivée aussi, c'est que certains chefs d'entreprise se sont rendus compte que, ouais, finalement, le gouvernement qui rentre pour empêcher, par exemple, restreindre la concurrence via toutes sortes de règlements, ça fait mon affaire. Ça fait mon affaire parce que moi, ça me protège de l'entrée sur le marché de compétiteurs potentiels. Bon, pensez à tous les règlements protectionnistes qu'il y a un petit peu partout. Il parle ensuite des tentatives de Roosevelt pour sortir l'économie de la Grande Dépression dans les années 20, fin des années 20, début des années 30. Il dit, en fait, ça l'a échoué. Ça a lamentablement échoué, cette affaire-là. Mais il dit, plutôt que d'abandonner cette voie, quand on a vu que ça ne fonctionnait pas, et qu'il y avait des éruptions de faillite un peu partout, il dit plutôt que d'abandonner dans cette voie, le président Roosevelt l'a poursuivi à une échelle plus audacieuse, manipulant astucieusement les craintes du public de faire passer son programme du New Deal. Dans le fond, c'est là aussi que le rôle de l'idéologie arrive. C'est on fait quelque chose, ça ne marche pas, mais est-ce qu'on a l'intelligence de dire moi, ça ne marche pas, on va arrêter ou on va continuer là-dedans? Et là, il prend ensuite l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre froide aussi. Et là, là, c'est le festival de ce que certains appellent le complexe militaro-industriel, même c'est ce qu'il parle dans le livre. En fait, à peu près une centaine d'entreprises pendant cette période-là de la guerre obtenaient à peu près les 2/3 de tout l'argent qui avait rapport avec la guerre. Et même 33, c'est les chiffres qui donnent, 33 de ces 100 entreprises-là avaient la moitié de tous les revenus liés aux dépenses de guerre. General Motors, par exemple, en avait 8%. C'est quand même assez incroyable. Donc, tout le monde sait que la taille et la portée du gouvernement américain ont grandi au cours des dernières années. Mais personne, puis quand je dis gouvernement américain, c'est les exemples que lui donne dans les années 80, mais c'est comme ça partout, en fait. C'est très rare, les gouvernements qui vont réduire... on a l'exemple de l'effondrement de l'Union soviétique. Après, évidemment, il y a un gouvernement qui prend moins de poids dans l'économie, mais c'est un exemple un peu drastique. Mais en fait, Higgs, ce qui explique, c'est que le gros gouvernement, le big government, il émerge d'une certaine manière des réponses qu'on donne aux crises. Donc,
les attitudes qu'on a face au gouvernement changent très radicalement dans ces moments-là. Bon, ben là, par exemple, quand il arrive des événements terroristes, on va s'attendre à ce que le gouvernement fasse des interventions très musclées dans ce domaine-là et on n'aura tout d'un coup aucun problème à ce qu'il augmente ses budgets policiers, à ce qu'il augmente, par exemple, la taille de certains organismes de surveillance du crime. Toutes ces choses-là, sans avoir en tête que, ouais, mais si un jour ce problème-là disparaît ou si un jour la crise se termine, qu'est-ce qui va rester de tout ça? Ben, il risque de rester pas mal une bonne partie de ce qui a été mis durant la crise. C'est probablement Crisis and Leviathan, un des livres les plus importants qui est écrit sur le pouvoir gouvernemental et qui explique sa mécanique, qui explique vraiment comment ça croît comme ça, puis ça croît, puis en fait, c'est pas juste l'idée géniale là-dedans, c'est pas seulement le fait que ça croît, parce que bon, pendant une crise, on pourrait trouver ça normal que le gouvernement, tout d'un coup, bon, OK, là, il y a une crise de l'accès, mettons, à l'énergie, donc le gouvernement s'en mêle, crée des usines, par exemple. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui reste après? Qu'est-ce qui reste de toute cette affaire-là? Et Higgs, je pense que ce qui le rend intéressant, c'est qu'il propose des explications j'allais dire multifactorielles, mais vous comprenez un peu, j'ai pas le bon terme en tête, mais en fait, oui, c'est l'alternance des crises, mais c'est aussi le rôle de l'idéologie. Je vous les ai énumérés au début, je peux le redire. C'est les moments de crise, c'est l'idéologie, mais c'est aussi l'État-providence et c'est la redistribution, par exemple. En fait, c'est tous les mythes fondateurs qui sont à la source de l'expansion de l'État. Et là, tous les exemples qu'il donne dans le livre sont quand même assez incroyables. Il dit, avant de rentrer un petit peu plus là-dedans, il dit « La croissance du gouvernement n'a pas été une montée constante, mais un chemin rocailleux ponctué par des poussières de croissance lors des crises militaires ou économiques, lorsque les obstacles traditionnels à la croissance du gouvernement sont confrontés à d'énormes pressions. » Bien que les augmentations des dépenses fédérales et des contrôles gouvernementaux se soient souvent atténuées après la fin d'une crise, ces épisodes ont laissé des héritages institutionnels et idéologiques qui ont augmenté le taux de croissance séculaire du gouvernement au cours des années non liées à la crise. Et là, je pense qu'ici, par exemple, on a certains projets de loi où, bon, on enlève un état d'urgence, mettons, mais on veut conserver de cet état d'urgence-là la possibilité de faire des contrats de gré à gré pendant X, Y temps, pendant des mois, pendant des années. On veut continuer de pouvoir, si quelque chose arrive, imposer telle affaire. Avant, tout le monde aurait dit, mais non, mais vous ne pouvez pas avoir, c'est carrément empiété sur la vie privée. Ouais, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, cette espèce de progression, Higgs l'appelle 2 pas en avant, 1 pas en arrière. C'est vraiment ça, l'effet Ratchet. C'est que, en fait, même quand on recule, on avance pareil d'une certaine manière. C'est comme ça que ça finit par se produire. La Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment un moment incroyable de toute cette patente-là. Il dit le pouvoir et l'expertise en gestion acquis par la bureaucratie fédérale pendant cette période-là est tout simplement incroyable. Ça a commencé même avant l'attaque de Pearl Harbor, mais dans les années 40, par exemple, le Congrès a élargi le pouvoir de l'État de manière quand même assez particulière. Par exemple, il y a eu la loi sur les services sélectifs qui a été promulguée en septembre 1940. Puis ça l'a en fait habilité le président à demander des fournitures à l'industrie privée, puis à imposer des sanctions sévères aux fournisseurs non conformes, y compris, par exemple, la prise de contrôle de ces fournisseurs-là par le gouvernement. Donc ça, c'est des affaires qui ne se voyaient pas avant. Mais ces lois-là qui sont arrivées dans les années 40, c'est vraiment cette législation-là qui a permis au gouvernement, après, quand la guerre est arrivée, quand l'implication directe du gouvernement pendant la guerre, c'est vraiment ça qui a permis de
étendre l'emprise du gouvernement sur la société civile. Même le Congrès a élargi le pouvoir discrétionnaire du président pour même passer lui-même directement des ententes avec des entreprises privées, notamment avec le First War Power Act, le Second War Power Act, promulgué en 1942. Le deuxième règlement que je viens de nommer, ça a permis, par exemple, au département du Trésor, donc au ministère des Finances, d'utiliser le système de la Réserve fédérale pour imprimer virtuellement, en fait, de l'argent pour financer des déficits qui sont croissants en temps de guerre. Bon, ça vous rappelle pas mal ce qui est arrivé pendant la pandémie. On utilise la planche à billets, en fait, pour financer toutes sortes de programmes un peu étranges. Donc, comment pensez-vous que ce pouvoir... C'est parce que l'idée, c'est que les pouvoirs qui sont dotés comme ça, c'est tellement quelque chose qui est tentant. Imaginez que vous laissez ça en place par les politicos. Ouais, est-ce qu'on augmente les impôts pour financer nos affaires ou on peut juste se servir de la planche à billets? C'est quand même assez incroyable. Donc, c'est un pouvoir qui est trop grand pour y résister. Et là, en plus, quand vous utilisez la planche à billets pour financer des affaires, ça crée de l'inflation. Et ensuite, ça motive quoi? Ça motive, par exemple, ce qu'ils ont fait en 1942, la loi d'urgence sur le contrôle des prix. Et aussi, le 8 avril 1943, ça a permis au gouvernement de placer les salaires de pratiquement tout le monde et les prix sur un contrôle fédéral pendant toute la durée de la guerre. Donc, c'est ça l'affaire, c'est que le gouvernement crée, par son action, il arrive une crise. Le gouvernement prend des actions en fonction des lois qu'il s'est lui-même votées. Ces actions-là ont des effets qui nécessitent une autre action du gouvernement. Et là, il y a une espèce d'effet un peu en chaîne qui arrive comme ça.